Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver un petit peu hors programme habituel des cours. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter en fait une introduction à une série de conférences qui vont avoir lieu dans les semaines qui viennent autour de l'exposition Préhistoire entre utopie et réalité. Donc c'est une sorte de mise en bouche. Et j'espère que ça vous convaincra de venir voir l'exposition. Alors je vous dis tout de suite, je vous déconseille fortement de rentrer dans l'exposition en sortant de cet amphithéâtre parce que l'expo ne peut pas contenir même le quart de ce qui est dans cet amphithéâtre. Donc revenez demain pendant la semaine. Les week-ends, elle est ouverte aussi. Et je pense que vous en profiterez beaucoup plus confortablement. Donc l'idée, aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu la philosophie qui a présidé à la réalisation, la mise en place de cette exposition. Je dois dire que quand on m'a proposé d'être le commissaire d'une exposition au Collège de France sur la préhistoire et la paléanthropologie, j'étais un petit peu hésitant. Pourquoi ? Parce que en fait, le Collège de France n'a pas de collection qui soit vraiment quelque chose dans lequel on puisse puiser pour nourrir une telle exposition. Mais je me suis rappelé que j'avais donné une conférence il y a quelques mois à la Bibliothèque nationale sur, dans le fond, la représentation de la préhistoire dans les arts, dans la littérature, et en fait, sur la dimension onirique de la préhistoire, qui est quand même un monde un petit peu merveilleux finalement. Et je me suis dit que c'était peut-être l'angle qu'il fallait adopter pour monter cette exposition. Ça permettrait de montrer à la fois ce que la discipline est en tant que science, mais aussi comment elle a été perçue par le public et par le monde des arts et des médias depuis son apparition. Et puis aussi un petit peu quand même aussi d'aborder la question qui est quelque chose dont on a parlé déjà, enfin je vous ai parlé pendant les cours, c'est-à-dire comment les scientifiques eux-mêmes, dans le fond, ils sont loin d'être imperméables à l'esprit de leur temps. Et donc, dans le fond, les préoccupations qu'ils ont, les sujets qu'ils abordent, sont aussi le résultat d'une interaction avec ce monde de la communication et de la représentation. Alors, pour planter le décor, je vais vous montrer quelque chose d'un petit peu personnel. Quand j'étais en classe de 4e, j'avais un professeur de sciences naturelles qui s'était rendu compte que c'était quand même un garçon un petit peu perturbé par cette question des fossiles, de l'origine, de la préhistoire, et qui a convaincu le reste de ses collègues qu'en fin d'année, comme prix, parce qu'on donnait des prix à l'époque, des livres à la fin de l'année, eh bien, ça serait peut-être pas une mauvaise idée de me trouver un ouvrage savant sur la préhistoire. Et donc, j'ai reçu comme prix scolaire en 4e un ouvrage édité par André Leroi-Gourhan, qui a été un de mes lointains prédécesseurs dans ces murs, avec des contributions de préhistoriens de l'époque, Annette Lampreur, Jean Chavaillon, etc., etc. Et donc, ça a été une de mes lectures d'adolescent, qui était un peu aride parfois. Mais comme j'étais quand même aussi un adolescent, je lisais des romans. Et donc je lisais en parallèle des romans préhistoriques, en particulier d'un auteur qui s'appelait Michel Péramore, qui a été extrêmement prolifique. Et alors il y a un roman qui me plaisait particulièrement, qui était La fille des grandes plaines, qui est un roman qui met en scène une jeune femme, qui s'appelle Wen. Et cette jeune femme, c'est une personnification d'un objet archéologique très célèbre,
qui est conservée au Musée national d'archéologie à Saint-Germain-en-Laye, qui est cette dame de Brassempouille, découverte dans les Landes. Alors bon, je ne vais pas élaborer plus là-dessus, mais en fait, je vous raconte cette anecdote juste pour vous dire que dans l'exploration du passé, des origines, il y a une dimension, scientifique, évidemment, et qui ne m'a jamais lâché, mais il y a quand même aussi cette fascination pour un monde un petit peu merveilleux, finalement, dans lequel on a envie de s'échapper quand on est adolescent, et pas que quand on est adolescent, puisque beaucoup d'entre vous ne sont plus adolescents, mais ont quand même envie de se plonger dans ces questions sur la préhistoire. Et donc c'est autour de ces thématiques-là que l'exposition a été montée. Alors évidemment, il n'était pas possible de mettre en place une exposition géante. Hein. C'est un thème absolument inépuisable. Hein. On pourrait remplir des salles et des salles avec de nombreux objets. Donc la décision du comité scientifique de cette exposition, que je remercie pour son aide hein, dans la mise en place de tout ça, ce n'est pas une aventure solitaire. Hein. J'ai été très, très aidé par mes collègues. Et donc on a choisi un certain nombre de thématiques. Et ces thématiques, elles suivent quand même plus ou moins un cheminement historique. Donc on commence avec l'invention de la préhistoire au XIXe siècle, et puis des grandes étapes dans la découverte à la fois des outillages laissés par les hommes paléolithiques essentiellement, mais aussi les hommes fossiles eux-mêmes. Alors je règle tout de suite un problème de vocabulaire. Hein. On parle de préhistoire, on parle de paléoanthropologie. La paléanthropologie, en langue française, c'est souvent compris comme la paléontologie humaine, hein, c'est-à-dire l'étude des fossiles d'hominines. C'est un terme qui, en anglais, a un sens un petit peu différent, surtout à la suite des travaux de Francis Clark Howell, Richard Klein, des chercheurs comme ça, états-uniens, qui ont, dans le fond, tenté d'intégrer des disciplines qui souvent ont connu un développement historique relativement indépendant. Donc moi c'est un petit peu dans ce sens-là d'ailleurs que j'ai intitulé cette chaire paléoanthropologie, parce que j'aime bien parler de beaucoup de choses différentes qui couvrent à la fois les fossiles, les assemblages d'outillage, donc toutes les thématiques archéologiques, mais aussi environnementales, géographiques, génétiques, etc., etc. Donc on va commencer avec la découverte de la préhistoire au XIXe siècle, la question de la démonstration de l'existence d'un art paléolithique qui a été quelque chose pas du tout évident à la fin du XIXe siècle. Et puis dans le XXe siècle, on s'est un peu plus centré sur la question des hommes fossiles eux-mêmes, avec des personnages qui sont vraiment des pop stars quasiment de la préhistoire, Lucie, Toumaï, l'homme de Néandertal. Donc tout ça, ce sont des personnages de la pop culture. Hein. Et puis, pour terminer, on a interrogé deux thématiques qui ont été éminemment sujets à ces allers-retours entre la science et puis la représentation qu'on s'est fait du passé, qui sont la question de la représentation et du statut de la femme dans les sociétés paléolithiques, et la façon dont les artistes ou les créateurs ont pu essayer de se l'imaginer, et puis aussi la question de savoir si le monde de la préhistoire paléolithique, c'était plutôt un enfer auquel on avait échappé ou un paradis qui avait été perdu. Et vous allez voir, quand vous visiterez l'exposition, qu'il y a beaucoup de matériaux, dans le fond, qui permettent d'alimenter ces thématiques-là. Alors,
si vous voulez, cette influence un petit peu du fantasme hein, dans la préhistoire, elle tient surtout au fait que la préhistoire, c'est une science très récente qui est apparue dans la deuxième moitié du XIXe siècle, alors que, vous savez, de l'astronomie ou des maths, on en fait depuis beaucoup plus longtemps que ça. Et surtout, au début, c'est un domaine dans lequel on a assez peu de matériaux, de connaissances. Hein. Et donc, il y a beaucoup de place qui est laissée à l'imagination des scientifiques, mais aussi des autres, ceux qui sont à l'extérieur de la recherche elle-même. Alors, je voudrais souligner, avant de me lancer dans le vif du sujet, que cette exposition, de mon point de vue, est assez unique, d'abord par sa thématique, et puis aussi, au Collège de France, je pense qu'elle est assez exceptionnelle parce que la plupart des objets que vous voyez dans cette exposition, quasiment tous, à quelques exceptions près, sont des originaux, ne sont pas des copies, des moulages. Et puis, on a aussi, puisque c'est quand même la thématique, beaucoup d'œuvres d'art qui ont été prêtées par des musées, le musée d'Orsay, le Petit Palais, le musée des Beaux-Arts de Reims, voilà, enfin je ne vais pas en faire toute la liste, mais beaucoup de ces œuvres d'art sont des œuvres d'art qui ne sont pas exposées normalement, qui sont conservées dans des réserves. Donc vous aurez la chance, peut-être unique dans toute votre vie, de les voir entre maintenant et puis le mois de juillet, et ensuite, malheureusement, la plupart de ces œuvres d'art vont retourner dans des réserves et ne sont pas exposées. Il y a aussi dans l'exposition des œuvres d'artistes contemporains. Là, je vous ai mis une œuvre d'Erolf Tothort qui nous a gentiment prêté un de ses travaux, mais il y en a d'autres. Et puis, évidemment, des objets archéologiques tout à fait exceptionnels, et notamment le musée national d'archéologie de Saint-Germain-en-Laye s'est montré extrêmement généreux. Donc là, je vous ai mis un objet qui est très connu, qui a une histoire très particulière, hein, puisque c'est un des premiers objets d'art paléolithique qui a été découvert au milieu du XIXe siècle, alors que la préhistoire n'existait pas vraiment. Hein. Donc on a cru au début que c'était un objet celtique, puis on s'est rendu compte plus tard que c'était un objet qui remontait au paléolithique supérieur. Mais on a de nombreux objets comme celui-là qui sont dans l'exposition. Donc évidemment, j'espère que vous réaliserez que c'est tout à fait unique de pouvoir voir ces objets. Alors on va commencer par le début. Je vous ai dit, la préhistoire, c'est une science jeune, même si son sujet est un sujet par définition très ancien. Alors c'est un peu difficile de savoir quand et qui a inventé la préhistoire, parce que, comme dans beaucoup de domaines de la science, en fait, voilà, à une certaine époque, il y a des idées qui sont dans l'air, il y a des chercheurs qui, indépendamment, trouvent des choses qui vont un peu dans le même sens. On aime bien quand même avoir un père fondateur, avoir une date de naissance. Bon, c'est un petit peu compliqué, puisqu'il faut en choisir un. Donc, voici un buste de Jacques Boucher de Perthes. Vous allez avoir une conférence de Claudine Cohen spécifiquement sur Boucher de Perthes. Je crois que c'est la prochaine conférence de cette série. Et Boucher de Perthes n'est pas un scientifique du tout, hein, au départ. Enfin, pas seulement au départ, d'ailleurs, il n'est pas vraiment un scientifique. C'est un amateur, c'est un directeur des douanes à Abbeville, qui, avant de s'intéresser à l'archéologie, était directeur des douanes. Il s'est pas mal compromis, si je peux dire, avec le régime impérial napoléonien. Donc il a été disgracié à la chute de l'Empire. On l'a envoyé en Bretagne, il trouvait que c'était absolument affreux. Et il a fini par, quand même, avec beaucoup d'efforts, revenir là où il voulait, c'est-à-dire à Abbeville. Et donc, à l'époque, les notables comme lui
se devait d'appartenir à des sociétés savantes. Maintenant, les notables se préoccupent plus de tennis et de vacances à l'île Maurice, mais à l'époque, ils devaient quasiment socialement faire quelque chose de significatif. Et donc, Boucher de Perthes, dans sa biographie, raconte qu'il décide de faire de l'archéologie parce qu'il ne sait rien faire, en fait. Et donc, il dit, pour faire de l'archéologie, on n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit, il suffit d'aller gratter à droite, à gauche. Et donc, il va rencontrer un médecin local, qui s'appelle Casimir Picard, qui est peut-être, lui, le vrai inventeur de la préhistoire, mais qui va mourir très jeune, et donc il va continuer un petit peu cette œuvre commune. Et la grande trouvaille de Boucher de Perthes, c'est qu'il reconnaît dans les graviers des alluvions de la Somme des outils de pierre taillée fabriqués de main d'homme qui sont associés à des animaux complètement disparus, des éléphants, des rhinocéros, enfin voilà. Alors à l'époque, évidemment, la paléontologie est née, on sait qu'il y a eu des faunes anciennes disparues. Cuvier, professeur au Collège de France, alors pas ici, mais enfin bref, il a été professeur au Collège de France. La vision de Cuvier, c'est une vision qui n'est pas une vision évolutionniste. Donc à l'époque, le récit biblique est quand même très présent, et donc dans l'esprit de Cuvier et de ses successeurs, on a des catastrophes successives qui ont éliminé toutes sortes d'animaux. Et puis la dernière de ces catastrophes, c'est le déluge biblique. Hein. Alors évidemment, c'est pas la peine d'être un grand connaisseur de la Bible pour savoir qu'avant le déluge, il y a des hommes. C'est même toute l'idée du déluge, c'est les éliminer. Et donc, Cuvier dit des hommes antédiluviens, il y en a eu certainement, mais pour l'instant, on n'en a pas trouvé. Et donc, la grande affaire de Boucher de Perthes, c'est que lui, il veut montrer qu'il y a des hommes antédiluviens. Donc, il a écrit un ouvrage qui s'appelle Les Antiquités celtiques et antédiluviennes, qui a été, un petit peu mis sous le boisseau par l'establishment scientifique de l'époque. Donc je vous l'ai dit, ce n'est pas un scientifique. Donc il envoie le premier volume de cet ouvrage à l'Académie des sciences. À l'Académie des sciences, on reçoit des ouvrages, des articles, des tas de choses. Tout le temps, ça continue, encore aujourd'hui. Et il demande le feu vert de l'Académie des sciences pour publier ça. Et l'Académie des sciences n'est pas du tout enthousiaste pour que ça soit publié. En particulier, il y a un secrétaire perpétuel qui s'appelle Élie de Beaumont, qui est aussi professeur au Collège de France. Et Élie de Beaumont, lui, il ne veut pas entendre parler de ces histoires-là. Et donc, c'était une très mauvaise idée de Boucher de Perthes de demander l'opinion de l'Académie des sciences. Et donc, ce livre va mettre pas mal d'années à sortir, finalement. Donc, il se passe au moins une dizaine d'années avant que son histoire soit publiée. Et en fait, c'est l'intervention de savants anglais qui va un petit peu débloquer cette situation avec la visite à Abbeville d'un paléontologue anglais qui s'appelle Hugh Falconer. Alors, Hugh Falconer c'est un paléontologue qui a longtemps travaillé en Inde. On lui doit d'ailleurs les découvertes des premiers primates fossiles dans les Siwalik. Et donc, il est rentré en Angleterre parce qu'il a des problèmes de santé, il est plus très jeune. Puis, il se balade en Europe, il va voir des fossiles à droite, à gauche. Il voyage avec sa nièce, qui s'appelle Grace Milne, avec qui il entretient des relations très proches. Et il vient à Abbeville et il a l'occasion de visiter les collections de Boucher de Perthes. Et il est assez convaincu de cette contemporanéité des fossiles et des outils taillés par les hommes. Il va rentrer en Angleterre et il va convaincre des collègues à lui de venir sur place
examiner ces collections. Et donc, en 1859, il y a un archéologue qui s'appelle John Evans et un collègue qui s'appelle Joseph Prestwich. Je crois qu'il finira par devenir le mari de la nièce de Hugh Falconer. Parce qu'il va mourir, Hugh Falconer. Et donc, Prestwich et Evans viennent voir Boucher de Perthes. Boucher de Perthes les emmène à Abbeville, dans un faubourg qui s'appelle Saint-Acheul. Et là, il y a des ouvriers qui exploitent des graviers dans des carrières. Et sous les yeux de Prestwich et d'Evans, les ouvriers mettent au jour un biface qu'on appellerait aujourd'hui acheléen. Et ce biface, il est en place dans les graviers. Et donc Prestwich et Evans font venir un photographe qui fait ces deux photos. Les ouvriers qui pointent du doigt dans la coupe la présence de cet outil, et puis l'outil en place. Ils retournent à Londres. Prestwich va écrire un article dans je crois que c'est dans les Proceedings de la Royal Society. Et donc, en 1859, c'est vraiment l'acte de naissance de la préhistoire. À partir de ce moment-là, le monde scientifique va vraiment accepter complètement cette notion d'humains qui ont existé dans des temps géologiques très anciens. Alors, très anciens, pour l'instant, on n'a pas de chronomètre. Donc, très ancien, c'est 10 000 ans, 20 000 ans, ça paraît extraordinairement vieux. Bon, plus tard, on se rendra compte qu'on parle plutôt de centaines de milliers d'années que de dizaines de milliers d'années. Il faut bien se rendre compte que cette période donc, des années 1850, c'est une période de véritable révolution sur le plan scientifique. En 1856, donc 3 ans avant cette visite de Prestwich et Evans à Abbeville et à Amiens, on a la découverte en Allemagne, près de Düsseldorf, du premier squelette d'homme de Néandertal, qui est reconnu, en tout cas par quelques-uns, comme un homme fossile différent des hommes actuels. Après, on se rendra compte qu'on en avait déjà trouvé d'autres, mais on ne les avait pas reconnus comme tels. Donc cette découverte de Néandertal, elle va quand même agiter pas mal le monde scientifique, mais comme c'est souvent le cas dans ces premières découvertes dans le domaine de la préhistoire et de la paléanthropologie, elle ne va pas être du tout acceptée de façon universelle. Il va falloir au moins une trentaine d'années avant que cette notion d'homme de Néandertal soit complètement acceptée. Enfin, disons, le point de départ, il est là. Et puis on a, en 1859 aussi, la publication par Charles Darwin de l'origine des espèces par voie de sélection naturelle. Alors ce n'est pas l'invention de l'évolution, parce que les idées transformistes étaient déjà à l'œuvre au XIXe siècle, mais Darwin il propose un mécanisme, qui est le mécanisme de la sélection naturelle, pour expliquer l'évolution. Dans le fond, c'est ce qui manquait jusque-là. Et puis, voilà l'unique illustration de son ouvrage qui montre un arbre avec des ramifications. Et il faut bien se rendre compte que ces 3 découvertes quasiment simultanées, c'est une véritable révolution. C'est une révolution scientifique, c'est aussi une révolution pour le public, parce que, dans le fond, on n'avait jamais imaginé tout ça. Et c'est un monde complètement merveilleux, incroyablement exotique, qui se révèle sous les pieds même des habitants de Paris, de Londres. Et donc, il va y avoir un engouement extraordinaire pour la préhistoire. Il y a ce qu'on peut appeler une véritable ruée vers l'os. Donc, on a un peu partout en Europe des gens qui vont, là-bas, derrière l'église, il y a une grotte, on y va, on a l'autorisation du propriétaire. Donc, je vous ai dit, les notables, ils font partie de sociétés savantes. Donc, les curés, les notaires, les médecins, tout le monde, tout le monde, nombreux sont ceux qui se piquent d'archéologie. Très vite, ça devient une ressource économique dans certaines régions. Dans le sud-ouest de la France, très vite, les agriculteurs locaux, quand
les récoltes sont rentrées, qu'il n'y a plus grand-chose à faire dans les champs, bah, ils vont aussi faire de l'archéologie dans les grottes, et puis ils vont vendre des boîtes avec des silex. On va en trouver dans toute l'Europe et même au-delà. Hein. Et alors, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que, donc, à un moment où, dans le fond, on sait très peu de choses, hein, eh bien, notez bien la date de cet ouvrage, 1861. On est 2 ans après la visite de Falconer, de Prestwich et Evans à Abbeville. Voilà un ouvrage d'un boitard sur Paris avant les hommes, avec un homme fossile qui est là-bas à gauche. Hein. En 1861, des hommes fossiles, il n'y en a pas. Hein. Enfin, il y a Néandertal, mais pas beaucoup de gens y croient vraiment. Et donc, on a très vite des ouvrages de vulgarisation. C'est assez intéressant parce que souvent, c'est une vulgarisation qui est un petit peu romancée, en fait. C'est du docu-fiction quasiment. Hein. Donc, on a, par exemple, dans l'ouvrage de Boitard, c'est un entretien entre un diable et puis voilà, quelqu'un qui l'interroge et il donne des réponses. Et très vite, on va avoir des fictions préhistoriques qui vont se développer. Vous en verrez pas mal d'exemples dans l'exposition. Alors évidemment, il y a un ouvrage, là on avance dans le temps, hein, mais il y a un ouvrage qui a un succès absolument extraordinaire au début du XXe siècle. Là on a avancé dans le temps, mais ça ne s'est jamais tari, hein, jusqu'à la fameuse Fille des Grandes Plaines et même au-delà. Donc voilà la fameuse Guerre du Feu, qui est publiée par un auteur qui s'appelle Ronnie Henné, qui n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui fait partie de l'Académie Goncourt. Hein. Donc le roman, il est publié en 1909. Avant de paraître sous forme de livre, il paraît en feuilleton dans un magazine qui s'appelle Je sais tout. Et dans Je sais tout, il y a plusieurs chapitres qui sont publiés en avant-première, si je peux dire, du roman. Alors c'est assez extraordinaire parce que dans le Je sais tout, il y a des illustrations qu'il n'y a pas dans le roman. Donc voilà, ça ce sont des images que j'ai pu obtenir de la Bibliothèque nationale qui a évidemment les dépôts de ces publications. Et donc, encore une fois, à une époque où on sait très peu de choses sur la préhistoire, la littérature, le roman, mais aussi les arts plastiques s'emparent du sujet. Et donc on a un véritable genre en peinture, avec des peintres comme Fernand Cormon, excusez-moi, mais aussi, il y en a un que j'aime particulièrement qui s'appelle Jamin, et vous avez plusieurs œuvres de Jamin dans l'exposition que je trouve absolument extraordinaires, qui malheureusement ne sont pas exposées généralement. Donc ce sont des gens qui rêvent la préhistoire, parce qu'en fait, encore une fois, dans les années 1880, alors on sait quand même, dans les années 1880, on commence à savoir des choses sur la culture matérielle, parce qu'on a tellement fait des trous partout, on a quand même pas mal pillé de gisements, même parfois détruit quand même des sites absolument remarquables. On commence à avoir une idée de ce que c'est la préhistoire du point de vue de la culture matérielle, mais du point de vue des humains eux-mêmes. Voilà, Cormon, il va chercher des modèles, les modèles qu'il connaît à Paris, hein, il est prof aux Beaux-Arts, donc vous voyez, c'est des beaux mâles de la fin du 19e siècle. Il n'y a pas beaucoup de femmes hein, dans son tableau, là, qui s'appelle K1, qui est un tableau qui est à Orsay, que je vous encourage à aller voir si vous ne le connaissez pas encore. C'est une œuvre gigantesque, ça fait 7 mètres de long. C'est peint dans un style voilà, qui est dans un réalisme assez pessimiste, en fait. Hein. C'est tout à fait frappant. Alors, du point de vue scientifique, je vous ai dit, on commence quand même à savoir des choses sur la culture matérielle. Les gens qui s'intéressent beaucoup à la préhistoire à l'époque, c'est souvent des gens qui ont une formation de géologue.
C'est le cas de Gabriel de Mortillet, que vous avez ici à gauche. Voilà, alors, Mortillet, c'est un ingénieur, hein, il s'intéresse à la préhistoire, et il va être un des premiers à faire une chronologie de ces outillages de pierre taillée, et il crée tout un découpage dans le temps. Vous voyez, il donne des noms à ces industries, et certaines de ces industries, acheléennes, moustériennes, solutréennes, magdaléniennes, donc, tous ces termes sont des termes qui sont utilisés encore aujourd'hui par les préhistoriens. Alors il y a deux soucis avec la chronologie de Mortillet, c'est qu'il est, je vous ai dit, c'est plutôt un géologue au départ. Donc dans son esprit, ces outillages, c'est un petit peu comme des fossiles qui permettent de reconnaître des strates. Hein. Vous savez que dans les dépôts mésozoïques, on a toute une zonation des dépôts en fonction des espèces d'ammonites qu'on trouve dedans. Donc voilà, l'idée de Mortillet, c'est qu'on va identifier ce qu'on appelle des fossiles directeurs pour chaque niveau. Et il a cette vision un peu simple quand même. C'est un matérialiste. Alors il a des idées politiques assez radicales. Il est très anticlérical. Et donc, il voit l'évolution de ces cultures matérielles comme quelque chose qui, dans le fond, non seulement est parallèle, mais conduit un peu l'évolution biologique. Donc, voilà, l'époque croit à la notion de progrès, et donc on a toute une stratification au cours du temps vers où on sort des ténèbres de la préhistoire ancienne, dont la vision est quand même assez pessimiste. Hein. Vous avez vu le tableau de Cormon, ça rigole pas. Hein. Et voilà, la civilisation va nous tirer de tout ça. Alors, cette vision de Mortillet va parfois l'amener à des positions qui sont un peu contre-productives. C'est-à-dire Mortillet, ce qui est fascinant, c'est que c'est à la fois un pionnier, c'est un grand chercheur, quelqu'un qui a vu, compris des tas de choses, mais alors c'est un peu aussi un apparatchik de la discipline, et il va bloquer en fait certaines découvertes. Par exemple, quand on trouve pour la première fois des sépultures de ce qu'on va appeler l'homme de Cro-Magnon, donc à Cro-Magnon, près des Aisies, en Dordogne, en 1868, Mortillet va dire non, ça ne peut pas être très ancien. Pourquoi ? Parce que ce sont des sépultures, il y a des objets de parure, des choses comme ça. Et l'idée de Mortillet, c'est que des choses très anciennes ne peuvent pas être aussi élaborées. Il va être aussi un opposant plus tard à la notion d'art rupestre paléolithique, exactement pour le même genre de raison. Alors, pour ce qui est des fossiles humains, je dis, on ne sait pas grand-chose. Dans la fin du XIXe siècle, on va trouver en Europe quelques Néandertals supplémentaires qui vont finir par convaincre qu'il y a bien un homme de Néandertal. On découvre surtout, dans le Paléolithique supérieur, des restes d'Homo sapiens, hein, donc assez proches de nous. Et l'époque est assez quand même, c'est un euphémisme, est très eurocentrique. Hein. Et donc, évidemment, aujourd'hui, on parle d'origine africaine, hein, d'Homo sapiens. Bon, à l'époque, on n'en parle même pas. C'est l'Europe, si je peux dire, pour paraphraser quelqu'un. Alors, c'est assez marrant parce que les anthropologues de l'époque voient en Europe l'origine de grands groupes actuels. Par exemple, il y a un fossile qui est découvert à Chancelade, en Dordogne, où on croit reconnaître l'origine des Esquimaux, des Inuits actuels. Il y a là un peu la même histoire à Grimaldi, donc à la frontière italienne. Là aussi, on trouve des gens dont on pense qu'ils ressemblent quand même beaucoup à des Africains. Donc c'est assez rigolo de penser que
simplement à l'intérieur du midi de la France, on a à la fois l'origine des Suédois, des habitants du Groenland actuel et de l'Afrique. Mais à l'époque, ça passe très bien. Alors, la préhistoire, enfin l'étude des sites archéologiques fait de grands progrès. Il y a un sujet qui va beaucoup passionner les chercheurs à la fin du XIXe siècle, c'est la question de l'art paléolithique. Je vous ai montré tout à l'heure ces biches du Chaffaut dans la Vienne. Donc ces biches gravées, en fait, elles ont été découvertes à l'époque où Boucher-de-Perthes faisait ses premières trouvailles dans la Somme. Hein. Mais à l'époque, celui qui les a trouvées pense que ce sont des objets celtiques, quelque chose comme ça, gaulois peut-être. Et donc, il va falloir attendre un peu de temps pour que ces objets soient identifiés comme paléolithiques. Et alors, la grande découverte qui va vraiment faire apparaître, contrairement aux présupposés de Mortillet, que dès ce qu'on appelait l'âge du Renne, c'est-à-dire le Paléolithique supérieur, on a un art figuratif. Alors, bon, je fais juste une petite parenthèse, on parle d'art, bon, c'est un raccourci. Hein, ce que nous appelons art, c'est quelque chose d'assez différent en fait que ce que les hommes du Paléolithique avaient sans doute dans la tête quand ils produisaient ces images. Mais enfin, bon, bref, gardons ce terme. Et donc, en Dordogne, toujours, qui est quand même une source de sites absolument extraordinaire, on a un autre géologue qui s'appelle Édouard Lartet, qui mène des fouilles. Alors Lartet, lui aussi, comme Mortillet, il a fait une stratigraphie, enfin une chronologie des temps paléolithiques. Lui, il s'est servi plutôt de la faune. Donc il a défini un âge du grand ours, un âge du mammouth, un âge du renne, etc. Et alors il a la chance d'avoir un sponsor, hein, qui est un lord anglais qui s'appelle Henry Christie, qui a un peu de sous, et qui finance les fouilles. Et donc Lartet et Christie fouillent tout un tas de sites en Dordogne. Et en 1864, dans le site de la Madeleine, il y a un ouvrier qui trouve cet objet. Alors je ne sais pas si vous voyez bien ce qu'il y a sur cette photo, mais il s'agit d'un fragment assez important de défense de mammouth, donc c'est de l'ivoire de mammouth, et sur cette défense de mammouth, il y a un mammouth qui est gravé. Et donc là, quand même, on se dit, seul un homme qui a vécu à l'époque des mammouths a pu graver sur de l'ivoire de mammouth un mammouth. Hein. Donc c'est quand même très convaincant. Et donc cet objet, il va connaître une postérité tout à fait remarquable. En 1867, lors de l'exposition universelle à Paris, cette pièce, elle est présentée à la place d'honneur dans une vitrine dédiée à l'art de la préhistoire et qui est installée dans l'immense galerie de l'histoire du travail dans cette exposition universelle. Alors cette notion d'image gravée sur des os, des bois de renne, des choses comme ça, de l'ivoire, elle est déjà acceptée dans les années 1860. Par contre, ce que vous avez en tête quand on parle d'art paléolithique, c'est-à-dire l'art rupestre, les représentations notamment animales sur des parois de grottes, ça c'est quelque chose qui va être très très long à se faire accepter. Alors, on a plusieurs découvertes qui ont lieu. Il y en a une qui est tout à fait remarquable, qui a lieu dans le nord de l'Espagne, dans une grotte qui s'appelle Altamira. Donc à Altamira, il y a un baron local, un comte, je ne sais plus, Santuola, qui visite ces grottes. Et sa petite fille remarque au plafond de la grotte des taureaux. Elle dit à son père, tauros, tauros. Hein. Ce ne sont pas des taureaux, c'est plutôt des bisons en fait, mais enfin bref. Donc cette grotte d'Altamira, elle est publiée très tôt, je crois que c'est 1880, la première référence bibliographique. Mais en fait, les préhistoriens, surtout les préhistoriens français, ils ne croient pas. Ils ne croient pas, pourquoi? Parce que c'est trop beau, en fait. C'est trop beau pour être vrai. Et donc, on pense même que c'est peut-être des faux, en fait.
si ce n'est pas des faux, c'est des choses récentes. Ça ne peut pas dater d'une préhistoire très très ancienne. Et en fait, il va falloir attendre au moins une vingtaine d'années pour que cette notion d'art rupestre paléolithique soit vraiment acceptée. Alors, dans l'extrême fin du XIXe siècle, il y a plusieurs découvertes qui ont lieu, surtout dans le sud-ouest de la France. Il y a la grotte de Pernon-Père en Gironde, la grotte de Marsoulas en Haute-Garonne. Et alors, surtout, il y a une grotte qui va vraiment emporter la conviction. C'est une grotte qui s'appelle la grotte de la Moute, qui est en Dordogne. Et pourquoi la Moute, c'est très important? Parce qu'à la Moute, on découvre une grotte dans laquelle il y a des gravures, et une partie de ces gravures est couverte par de la stratigraphie qui contient des objets archéologiques, et il y a aussi des concrétions, donc c'est manifestement quelque chose qui est très ancien. Et cette découverte de la Moute va vraiment porter la conviction, et donc des gens qui avaient été des opposants, vous pouvez parler de Mortillet, mais il y en a un autre qui est un opposant célèbre qui s'appelle Cartaillac, qui est un autre pionnier de la préhistoire. Et donc Cartaillac va écrire un article, ce qui est assez remarquable dans l'histoire des sciences. Il va écrire le mea culpa d'un sceptique. Il va écrire un article pour dire je me suis trompé, voilà, j'avais tort, et il y a bien un art paléolithique. Vous verrez dans l'exposition ce mea culpa qui est dans une vitrine. Je vous laisse deviner laquelle. Et en 1902, il y a en Dordogne, il y a un congrès de l'Association française pour l'avancement des sciences qui a lieu, où il y a tout un tas d'archéologues qui participent, dont Cartaillac. Et là, bon, voilà, ils visitent des grottes, donc l'affaire est entendue. Hein, et pendant ce congrès, vous voyez qu'il y a quelques ecclésiastiques sur la photo. Alors les curés jouent un rôle assez important dans le développement de la préhistoire, surtout en France. Et alors parmi ces jeunes ecclésiastiques, il y en a un qui s'appelle Henri Breuil, et qui est, vous voyez, il est tout jeune à l'époque, et il va aller avec Cartaillac, ils vont aller à Altamira, et ils vont faire se relever des fameux bisons du plafond d'Altamira, donc qui est daté de 1902. Vous verrez le relevé dans l'exposition. La photo de gauche, c'est l'abbé Breuil avec sa soutane couverte de cire de bougies, puisqu'on s'éclaire avec des bougies dans les grottes. Vous voyez, il est couvert de coulures de bougies, et il est assez bon dessinateur. Et donc, c'est vraiment, ça va être le lancement, si je peux dire, de la carrière de l'abbé Breuil, qui va aussi être professeur au Collège de France, à son tour, beaucoup plus tard. Il ne ressemblait pas à ça quand il était professeur au Collège de France. Et voilà, Breuil s'est fait une spécialité de l'art paléolithique. C'est lui qu'on va venir chercher au moment de la découverte de la grotte de Lascaux, en Dordogne. Il va aller partout, il va aller en Afrique du Sud, il va voyager dans le monde entier, il va faire des tas de relevés de peintures rupestres. Alors peut-être ce que le public sait moins, c'est que Breuil, il a aussi une grande influence dans le développement des idées. Pourquoi? Parce que il va être un peu le fossoyeur de la vision de Mortillet. Vous savez, je vous expliquais cette stratification des industries paléolithiques, cette vision chronologique avec des fossiles directeurs. Parce que dans le fond, Breuil, il dit, mais ces assemblages d'outils, ça représente l'expression de culture en quelque sorte. Et donc, d'ailleurs, je pense que c'est lui qui a introduit le terme d'industrie. Et donc, l'idée de Breuil, c'est que ces industries, il peut y en avoir des différentes à la même époque. Donc, ce n'est pas comme les ammonites. Donc, on peut avoir, alors, il s'est intéressé par exemple au paléolithique inférieur, donc du clactonien et de l'acheléen en même temps. Donc, alors, est-ce que c'est des groupes humains différents? Voilà. Et puis aussi, il pense qu'une industrie donnée peut avoir un âge différent en fonction des zones géographiques. Donc c'est une vision beaucoup plus ethnographique, si vous voulez, de la préhistoire, qui va l'emporter sur la vision de Mortillet. Alors du côté des fossiles humains, c'est vraiment le XXe siècle qui est le siècle des découvertes.
je vous ai dit, on finit par accepter l'existence de l'homme de Néandertal, mais l'âge d'or de Néandertal, c'est la Première Guerre mondiale. Donc voilà une découverte à la Chapelle-aux-Saints en Corrèze, toujours par des abbés d'ailleurs, qui est fait en 1908. Mais voilà, pendant la Première Guerre mondiale, en Charente, on a un archéologue qui s'appelle Henri Martin, qui, quand il est en permission, qui revient des tranchées, fait d'autres tranchées dans les grottes, les abris sous roche de Charente, qui découvre des restes de Néandertal. Il y a une reconstitution d'un fossile de l'Aquina qui a été découvert par cet Henri Martin. Il va y avoir des découvertes aussi à la Ferracie. Enfin, on en trouve un peu partout. On a trouvé au Moustier, enfin bref. Donc là, on en trouve partout. Et puis, hors d'Europe, on va trouver des fossiles, en particulier en Afrique. Là, on va commencer à trouver des choses beaucoup plus anciennes que l'homme de Néandertal, en particulier les australopithèques. Alors, les australopithèques, ça reste quand même très longtemps une affaire de spécialistes, en fait. Ça intéresse surtout les gens qui travaillent sur l'évolution humaine, sur la préhistoire. Le public est moyennement concerné par ça. Alors, en Angleterre, il y a la découverte d'un faux fossile, si je peux dire, qui est l'homme de Piltdown. C'est une falsification qui, là, va intéresser un peu plus les foules, parce que, bon, il est anglais, d'abord, et puis il a l'air très intelligent. Mais sinon, il faut vraiment attendre l'après-guerre et même les années 70 pour voir comment la découverte d'hominines fossiles devient un sujet extrêmement populaire. Et on peut vraiment parler, on va voir l'émergence de pop stars, c'est-à-dire des fossiles qui deviennent des célébrités, et plus seulement les gens qui les trouvent. Alors les gens qui les trouvent essaient aussi de devenir des célébrités, mais et en particulier, dans les années 60-70, il y a de nombreuses recherches en Afrique de l'Est, donc la famille Liké en Tanzanie, au Kenya, et puis alors quelque chose qui concerne aussi le Collège de France, les découvertes en Éthiopie, avec la découverte par un géologue français qui s'appelle Maurice Tayeb, qui a vraiment été l'inventeur de ces sites de l'Awash en Éthiopie, où on va, dans les années 70, découvrir la fameuse Lucie. Alors Lucie, voilà, sa découverte, elle est due à Yves Coppens et Donald Johansson, que vous voyez jeune et svelte sur ces photos. Donc on est en 1974, et Lucie va être vraiment enfin, ils ont très bien joué l'affaire. Déjà, le fait de l'appeler Lucie, déjà, c'était génial, donc elle a un nom, et ça va devenir vraiment une célébrité. C'est-à-dire, c'est ce fossile-là qui est connu, c'est pas juste la notion d'Australopithèque. Vous savez, vous pouvez demander à n'importe qui dans la rue, Lucie, tout le monde sait ce que c'est Lucie. Alors, peut-être pas forcément avec une grande précision scientifique, mais tout le monde sait ce que c'est que Lucie. Du point de vue donc de la médiatisation, c'est un coup génial, et d'ailleurs ça va valoir aux protagonistes, que ce soit Johansson ou Coppens, une carrière absolument fulgurante, avec une production dans les médias de films, de dessins animés, de bandes dessinées, et puis surtout les gens veulent voir à quoi ça ressemble, quoi. Ils veulent une sorte de personnification. Alors, souvent, Lucie est représentée comme une petite femme qui gambade dans la campagne. Alors là, je vous ai mis enfin dans la savane plutôt, je vous ai mis une photo d'une reconstitution par Elisabeth Dénès qui est probablement beaucoup plus réaliste que certaines que vous verrez dans l'exposition. Voilà, donc, souvent je raconte, je dis, vous savez, Lucie, si elle rentrait là par cette porte, tout le monde s'enfuirait en haut de l'amphi. Parce que ça ressemble beaucoup plus à une sorte de chimpanzé bipède qu'à une petite femme, la première petite femme qui court dans la savane.
Ce qui est vraiment important avec la découverte de Lucie, c'est quelque chose qui est abordé aussi dans l'exposition, c'est que ça représente aussi une grande révolution scientifique, d'abord à cause des méthodes qui sont mises en jeu pour l'étude de l'environnement, la reconstitution du milieu, l'étude des fossiles eux-mêmes. Puis surtout, vous savez, ce changement de paradigme entre Mortillier et Breuil, eh bien, il va se passer la même chose avec les hominines. C'est-à-dire que ça, c'est une frise que tout le monde connaît, qui malheureusement est encore présente dans des tas de musées. C'est une frise qui est due à un artiste qui s'appelle Rudolf Zallinger et qui a fait ça pour un livre de la collection Time Life, publié par Francis Clark Howell en 1965. Et en fait, c'est la vision de l'évolution que tout le monde a plus ou moins en tête à l'époque. Alors on donne des noms différents à tous ces hominines, mais quand même l'idée dominante, c'est qu'il y a une espèce de progression. C'est le parallèle de la chronologie de Mortillier, hein. Donc il y a une évolution biologique qui est parallèle à ce progrès technique et qui amène, enfin on part d'un homme singe, hein, et puis on arrive voilà, à une créature parfaitement redressée, il est grand, il est beau, voilà, c'est un Homo sapiens. Alors évidemment, avec Lucie, on commence à se rendre compte qu'en fait, il y a probablement dans le passé plusieurs branches parallèles et que les hommes actuels ne représentent qu'une seule de ces branches. Bon, je ne vais pas élaborer là-dessus, ça fait une dizaine d'années que j'enseigne ici, où je vous raconte par le menu détail cette histoire-là, donc on ne va pas la résumer en quelques phrases, mais voilà où on en est aujourd'hui quand même, hein, c'est-à-dire entre 25 et 30 espèces, bon, on peut discuter de la validité de ces espèces, mais vous voyez qu'à peu près à n'importe quelle époque du passé, on a plusieurs humanités, si on peut appeler ça comme ça, qui coexistent, et dans le fond, la période actuelle, une période qui est assez exceptionnelle, hein, du fait qu'il n'y ait plus qu'une seule espèce d'hominine qui existe sur Terre. À la suite de toutes ces découvertes, de tous ces progrès, on a, ça a évoqué dans l'exposition, des progrès techniques, méthodologiques qui sont considérables au cours, disons, des 20-30 dernières années, avec le développement de ce qu'on appelle la paléanthropologie virtuelle, c'est-à-dire des méthodes d'imagerie et puis aussi des méthodes d'analyse mathématique des formes, et puis aussi l'irruption du moléculaire. Hein. Donc là, je vous ai mis des chromosomes humains où on voit où se trouve l'introgression d'ADN néandertalien. Vous avez dans l'exposition des vidéos qui montrent des gens de mon équipe qui expliquent ce qu'on peut faire avec des protéines anciennes. Donc on a quand même changé complètement de monde, hein, voilà, c'est fini, on ne regarde pas simplement des creux et des bosses sur les crânes, hein, on a d'autres outils, et en particulier la paléanthropologie moléculaire a vraiment révolutionné en fait, le domaine. On a accès à une quantité de détails qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir reconstituer dans le passé. Alors malgré tout ça, et c'est un paradoxe finalement, hein, on a quand même beaucoup de mal, même aujourd'hui, à se représenter vraiment ce qu'ont pu être des hominines disparus. Alors pas tellement ceux qui sont les plus anciens. C'est-à-dire que Lucie, voilà, je vous ai montré une reconstitution qui est assez, j'allais dire, convaincante, vraisemblable. Ce qui est assez curieux, c'est qu'en fait, plus on se rapproche du présent, plus on se rapproche de nous, plus on s'intéresse à des formes humaines ou des formes d'hominines proches d'Homo sapiens, et plus ça devient difficile. Et je pense que ça devient de plus en plus difficile. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de mal à concevoir un homme, un humain, qui ne soit pas complètement humain, en fait, qui soit en partie humain seulement. Donc, imaginer des créatures non humaines, ça, on sait faire. Mais des humains, c'est très compliqué, parce que les humains, eh bien, ils ont une conception de l'humain, justement. Alors, c'est philosophique, c'est religieux, c'est tout ce qu'on veut, mais
il y a une notion d'unicité, d'exclusivité, d'exceptionnalité qui fait qu'il n'y a pas de presque. Et alors ça se cristallise particulièrement autour de l'homme de Néandertal, qui est la dernière bifurcation, si je peux dire, sur cet arbre phylogénétique dans lequel nous appartenons. Et donc, avec l'homme de Néandertal, on a basculé d'une vision bestiale de l'homme. Ça, c'est la reconstitution de l'homme de la Chapelle-aux-Saints au temps de la découverte. Donc, on est dans les années 1910, enfin, on est autour de la Première Guerre mondiale. Vous voyez, on n'a pas envie de le rencontrer. Hein. C'est une espèce de gorille avec une massue. Alors, il est bipède, mais quand même, il est quand même assez effrayant et il n'a pas l'air très intelligent non plus. Donc, Néandertal était de l'autre côté du fossé. Hein. Il était non humain. Et puis, à un moment donné, on l'a tiré de notre côté du fossé. Et alors là, il est devenu complètement humain. Et donc, on a basculé d'une forme d'animalisation de l'homme de Néandertal dans une humanisation, si je peux dire, qui n'a pas de limite. Hein. Donc, là, c'est un peu un clin d'œil, mais je mets la couverture d'Historia d'il y a quelques années. Vous voyez, Néandertal, un homme idéal, intelligent, créatif. C'est le jeune premier de l'époque, un chasseur exceptionnel. Et dans l'exposition, vous verrez, on a choisi des représentations, des reconstitutions, et en particulier cette reconstitution d'une jeune néandertalienne qui est habillée en femme moderne. Évidemment, ces représentations, elles sont aussi caricaturales d'une certaine façon que les représentations qu'on pouvait faire au début du siècle, de mon point de vue. Alors vous aurez une présentation par Pascal Depape sur le sujet de l'image de Néandertal. Je pense qu'il risque quand même de basculer un petit peu dans le Néandertal homme idéal, mais bon, il faut que tout le monde s'exprime, hein, donc vous verrez bien. Alors, il y a deux thématiques que je vais aborder en quelques minutes parce que le temps me manque, mais et qui sont abordées dans l'exposition et qui sont des thématiques alors qui vraiment agitaient la préhistoire, surtout pour l'une d'entre elles, surtout dans la deuxième moitié du XXe siècle. Dans le fond, c'est de savoir si la préhistoire c'était un monde où on avait envie d'habiter ou pas. Hein. Je vous ai montré au début de mon intervention le roman de Michel Péramore, La fille des grandes plaines. Alors c'est vrai que moi j'avais 14 ans, j'aurais bien aimé être un chasseur magdalénien, avec la fameuse Wen d'ailleurs, hein, pas tout seul. Et c'était quand même très très sympa, quoi. Mais il faut bien se rendre compte que cette vision un peu idéalisée de la préhistoire, c'est quelque chose de récent. Souvenez-vous, les représentations de Cormon, puis il y en a d'autres, vous verrez dans l'exposition, il y a la fuite devant le mammouth, hein, le fameux, l'affiche de l'exposition. Donc, comme je vous l'ai dit, il ne rigolait pas. Hein, enfin, du point de vue des artistes et des chercheurs du XIXe siècle. Donc, c'était vraiment la civilisation, le progrès qui nous avait tiré de cet enfer-là. Et la guerre du feu, c'est ça quand même, hein, un petit peu, c'est cet environnement quand même assez terrible de la préhistoire. Alors, dans les années 70, il y a un basculement, c'est-à-dire qu'on commence à se préoccuper, bon, il y a la Seconde Guerre mondiale qui est passée par là, on se préoccupe d'environnement, d'écologie, de tas de choses comme ça, et on commence à se dire que, dans le fond, c'est peut-être le présent, l'enfer, et le paradis, c'est ce qu'on a perdu, c'est le passé. Et on a, dans les années 70, pas mal d'ouvrages qui sont publiés un peu dans cette veine-là. Alors, il y en a un qui est très connu, qui est un ouvrage d'un anthropologue américain qui s'appelle Marshall Salins, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Âge de pierre, âge d'abondance ». Donc, ça dit tout, hein. C'est-à-dire, pendant la préhistoire, on n'a pas besoin de travailler,
On a beaucoup de loisirs, il n'y a qu'à se pencher pour ramasser ce qu'il faut pour manger. On consacre très peu de temps à, disons, à extraire de la nourriture de l'environnement, et tout va bien, il n'y a pas de sujet de conflit, etc. Alors, ça, c'est une veine qui a été quand même assez exploitée, et là, on voit bien en quoi les scientifiques eux-mêmes finissent par absorber comme des éponges l'idéologie de leur époque. J'ai choisi un autre exemple de Jean Chavaillon, qui était un des co-auteurs de mon bouquin, là, le bouquin édité par Leroi-Gourhan. L'âge d'or de l'humanité. C'est pareil, la 4e de couverture de ce bouquin, c'est vraiment un morceau d'anthologie. Voilà, il existait une époque où c'était le temps du jeu, c'était le temps de la paix, etc. Donc ça, cette veine-là, elle a été très, très développée, avec l'idée aussi que, dans le fond, alors l'enfer, c'est pas seulement le monde industriel, la dégradation de l'environnement, mais c'est aussi la violence, la guerre. Donc la guerre, c'est quoi? La guerre, c'est la propriété, c'est l'accumulation des richesses. Donc voilà, de Rousseau à Piketty, la guerre, c'est le capitalisme. Donc ça commence au néolithique, et ça, avant, c'était bien. Alors, bon, on a dans l'expo quelques éléments à soumettre à votre réflexion. En particulier, bon, il est question de ces crânes de Néandertal qui ont été défoncés à coups de pic en silex. Cette vertèbre d'un gisement mésolithique de Théviec avec une pointe de flèche plantée sur la face ventrale, ça a dû faire drôlement mal. Alors, tout ça, ça peut être évidemment de la violence interindividuelle, mais on sait maintenant, on a documenté quand même des tueries d'individus en série pour les époques récentes. Mais enfin, on a joué le jeu. Donc, on vous montre dans l'expo le côté paradis, le côté enfer. Donc, à la sortie de l'expo, vous déciderez de savoir si vous voulez retourner dans le passé ou pas. Et puis alors, il y a un autre sujet qui est vraiment un sujet extraordinaire, c'est le sujet de la femme. Alors bon, la femme... on parle du fantasme de la préhistoire. Bon, la femme, c'est un fantasme dans un fantasme, le fantasme de la femme dans le fantasme de la préhistoire. Donc voilà d'où on part. Ça, c'est Jamin, 1888. Donc voilà, deux moustachus qui se bagarrent, cette pauvre créature. Bon, on se doute bien de ce qui l'attend. Jamin aimait bien ce thème-là, il a fait plusieurs tableaux un peu dans la même veine. Il y a aussi des productions de femmes fortes, si je peux dire. Donc vous verrez, il y a un tableau de Fèvre qui s'appelle Les deux mères, Fèvre, où on voit une mère avec une hache qui s'apprête à défendre ses enfants contre une ours. Mais on est complètement dans le fantasme. Alors évidemment, la question, c'est les femmes paléolithiques, les vraies, c'était quoi? Alors, le problème, c'est que les préhistoriques aussi, ils avaient leurs fantasmes. Et donc, on a des représentations féminines paléolithiques dont on ne pense pas qu'elles sont très réalistes. Alors, en général, enfin, à part cette pauvre dame de Brassampouille, elles n'ont pas de visage, elles n'ont pas de mains, elles n'ont pas de pieds, c'est quand même pas pratique. Et par contre, elles ont pas mal d'autres choses assez développées. Et donc, on a quand même des représentations paléolithiques qui sont très caricaturales. D'ailleurs, pour les hommes, quand ils apparaissent rarement, c'est aussi le cas. Alors évidemment, tout ça, ça a été complètement revisité. Mais évidemment, ça reste quand même très difficile de reconstituer des relations sociales, des comportements reproducteurs, des choses comme ça, sont sérieusement à en faire un sujet de cours prochain, en se fondant sur des restes matériels, des restes archéologiques, mais on a, pour des périodes récentes, c'est un peu comme pour l'homme de Néandertal, c'est-à-dire on a un coup de balancier complètement en sens inverse. Donc là, maintenant, on a des femmes
chasseresses, enfin, qui font des tas de trucs, c'est un peu Wonder Woman du Paléolithique. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des productions scientifiques qui sont quand même assez biaisées. Hein. Ça, c'est un peu embêtant quand même. Hein. Et vous verrez, je vous recommande la conférence de Christophe Darmanjat qui va vous parler des femmes chasseresses. Voilà, il y a quand même des gens qui écrivent des choses raisonnables là-dessus. Et je pense qu'on est un peu en train enfin, on revisite tout ça, mais on est un peu dans la queue, si je peux dire, de ce phénomène paléo-féministe. Enfin voilà, tout ce que je voulais vous raconter pour vous inciter à aller voir l'exposition. N'y allez pas maintenant, mais je vous recommande quand même comme d'ailleurs Kinga, elle s'appelle Kinga, qui est habillée en Agnès B. Je vous recommande d'acheter le catalogue, qui n'est pas un catalogue d'ailleurs, qui est un recueil d'articles très accessible, c'est magnifiquement illustré, sur un peu toutes les thématiques que j'ai abordées rapidement, les survolant aujourd'hui. Voilà, je vous remercie pour votre attention.